Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mécanique. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à un exercice relativement courant dans le programme de terminale, c'est-à-dire qui peut tomber assez régulièrement puisqu'il est assez général. C'est le cas d'une chute libre. Pour rappel, une chute libre ça veut dire un mouvement dans lequel la seule force à considérer est le poids. Et au départ je vais prendre une vitesse initiale quelconque. Donc vous avez dans votre feuille d'exercice l'exemple d'un blobber. Blobber, je ne sais pas trop comment on dit. Bref, quelqu'un qui est assis sur un gros matelas d'air, et puis il y a des gars qui sautent ici, d'assez haut, qui tombent à ce moment-là, donc qui chassent l'air par ici, et puis vous avez une personne qui se retrouve propulsée. Donc j'ai mis ici le vecteur vitesse initiale, on voit, elle part un petit peu en biais. Qu'est-ce que je peux dire maintenant sur son mouvement? Est-ce que je peux établir les équations horaires? Donc je vais reprendre la même recette que la dernière fois, je vais définir le système. Donc ici j'ai un blobber, donc on va l'écrire, un blobber. Donc une personne projetée. Le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre, que je suppose galiléen. Je fais un bilan des forces. Donc ici, on va partir de l'hypothèse que la seule force à considérer, ça va être le poids. Nous avons une chute libre. Et enfin, j'applique la deuxième loi de Newton. Donc d'après la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système est égale à la masse du système fois l'accélération de son centre de masse. Donc si je l'applique ici, somme des forces c'est simplement le poids, mg. Mg c'est égal à ma. On retrouve une caractéristique des chutes libres, les masses se simplifient, n'interviennent plus dans tout le reste de l'étude. Autrement dit, quelle que soit la masse de la personne ici, et vraiment quelle que soit la masse, si c'est 250 kg ou si c'est 42 grammes, le mouvement sera le même si la vitesse initiale est la même. Et que l'hypothèse de la chute libre est vérifiée. Donc on retrouve le début du raisonnement de n'importe quelle chute libre. Alors on se souvient, cette relation est une relation vectorielle, on obtient donc une relation entre vecteurs. Pour obtenir une relation entre nombres, il est nécessaire de projeter les vecteurs sur un système d'axes. Donc par exemple, je vais prendre un système d'axes comme ça, je vais mettre un axe Y comme ceci, un axe X comme cela, et je vais mettre l'origine au niveau de l'eau. D'accord, au niveau de l'eau, puisque ça se fait au-dessus de l'eau, hop. Et là, je vais mettre un axe X, un axe Y, je vais prendre l'origine ici, et je vais dire qu'au départ, on a une altitude petit h, au-dessus du niveau de l'eau. Bien sûr, il y a une troisième axe, puisqu'on est dans un monde à 3 dimensions, ce serait l'axe Z qui irait maintenant vers vous, qui sort du tableau et qui irait vers vous. Quand je projette les différents vecteurs, donc pour rappel, en fait, ici, il y a un vecteur qui m'intéresse, c'est le vecteur G, je ne vais même pas représenter. G est vertical et vers le bas par définition. J'obtiens donc une accélération. Avec ce système d'axes ici, l'accélération suivant X, elle vaut 0. L'accélération suivant Y, elle vaut moins G. Et l'accélération suivant Z, elle vaut 0. Donc ne retenez pas ça par cœur. On peut très bien en exercice appeler cet axe-là l'axe Z, cet axe-là l'axe Y, tout est possible. Et du coup, on peut même mettre l'axe ici vers le bas, et dans ce cas, les coordonnées de G seraient positives. Tout est possible, tout est possible. Donc il faut savoir le retrouver, le cheminement, pour obtenir ça et pas retenir ça par cœur. Donc, on arrive ici à un résultat sur l'accélération. On va essayer d'y donner du sens. Donc, les accélérations suivant x et z sont nulles. Autrement dit, s'il y a une vitesse suivant z ou une vitesse suivant x,
elle restera constante. On se souvient, l'accélération, c'est une variation de vitesse. Donc si la variation de vitesse elle vaut 0, c'est que la vitesse elle ne varie pas. Donc suivant x, on aura une vitesse qui ne varie pas. Suivant z, une vitesse qui ne varie pas. Par contre, suivant y, on a une vitesse qui varie de g. Autrement dit, g 9, 80, on va dire 10 mètres par seconde par seconde. Donc verticalement, la vitesse va varier de 10 mètres par seconde, toutes les secondes. Pour obtenir la vitesse, on se souvient, l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, ce qui veut dire que pour obtenir la vitesse à partir de l'accélération, il faut primitiver. Les coordonnées du vecteur vitesse, par exemple suivant x, c'est quelque chose, quand je le dérive, je trouve 0. C'est une constante. Suivant y, c'est quelque chose, quand je le dérive, je trouve moins g. Donc, moins gt, ça marche, mais moins gt plus n'importe quelle constante, ça marche aussi. Et suivant z, ce sera une constante aussi. À chaque fois qu'on primitive, des constantes vont apparaître. Simplement parce que quand vous avez une information sur la variation d'une grandeur, eh ben, la grandeur n'est définie qu'à une constante près. Okay. Donc si je te dis, voilà, je t'ai piqué 10 €, combien il te reste? Ben, ça dépend. Si au départ tu avais 100 €, eh ben, tu en as 90. Si au départ tu avais 2000 €, ben, tu en as 1990. Okay. Mais ça dépend de combien tu avais au départ. Et justement, on va le faire ici. Comment déterminer ces constantes? Je me place à t égale à 0. À t égale à 0, ici vy vaudra k2, vx vaut k1, vz vaut k3. Donc à t égale à 0, t égale à 0, vx vaut k1, vy vaut k2, vz vaut k3. Que dit l'énoncé? Au départ, la vitesse vaut v0. Il va falloir regarder ce qu'elle vaut selon l'axe x et ce qu'elle vaut selon l'axe y. Autrement dit, je vais décomposer cette vitesse en biais, j'ai envie de dire, incliné, en une vitesse horizontale ici, je vais l'appeler V0x, et une vitesse ici, verticale, V0y. Alors comment je fais ça? Ben, il faut connaître par exemple, c'est souvent ce qu'on donne dans les exercices, l'angle ici, alpha, entre l'horizontale et le vecteur vitesse initiale. En faisant un petit peu de trigonométrie, on se rend compte qu'on a ici un triangle rectangle, et donc cosinus alpha, c'est adjacent, donc V0x, sur hypoténuse, donc V0. Autrement dit, V0x, donc la vitesse selon l'axe x à t égale à 0, c'est simplement V0 cos alpha. Si je m'intéresse au sinus de alpha, c'est donc opposé V0y sur hypoténuse V0. Donc V0y, c'est V0 sinus alpha. Alors on peut se rendre compte d'un truc voilà, assez vite. Si je prends des valeurs extrêmes de alpha, par exemple je prends alpha 90 degrés. Donc V0 il serait que selon l'axe y. Est-ce que ça marche ici? Ben, si alpha vaut 90 degrés, cos 90 ça vaut 0. Donc il n'y a plus selon x. Et sinus de 90 ça vaut 1. Donc V0y vaudrait bien V0. On peut faire la même chose, on remplace alpha par 0. Et on se rend compte que V0x ça vaudrait V0 cos 0, donc V0, et V0y ça vaudrait 0. Donc on a quelque chose d'assez cohérent. Donc ici, à t égale à 0, suivant x, ben, j'ai une vitesse V0 cos alpha. Et suivant y, j'ai V0 sinus alpha. Et suivant z, par contre, j'ai pas de vitesse. J'ai 0. Au final, la vitesse, ça vaut donc, suivant x, on a dit une constante, mais qui vaut V0 cos alpha. Suivant Vy, c'est une moins gt plus une constante qui vaut V0 sinus alpha. Et suivant z, qui vaut 0. Donc,
Ne soyez pas effrayés par le... Voilà, maintenant il y a des cosinus, des machins qui arrivent. Ça c'est un nombre, hein, je veux dire, je sais pas, si vous avez au départ une vitesse de 30 mètres par seconde, un angle de 45 degrés, vous tapez cos 45 x 30, je sais pas, hop, puis ça va vous faire votre nombre. Hein. Donc ici, je sais pas, c'est 12, ici c'est 14, ici c'est 10 fois t, etc., etc. Si je veux avoir le vecteur position, on se souvient, le raisonnement est un petit peu le même. La position suivant x, la coordonnée suivant x, c'est une expression, quand je la dérive, j'obtiens V0 cosinus alpha, qui je répète est une constante. Quand je dérive suivant y, j'obtiens ça, et quand je dérive suivant z, j'obtiens 0. Alors celui-là, il est assez trivial, bien sûr, ça va être comme avant une constante, je vais l'appeler K4. Celui-ci, V0 cos alpha, c'est une constante aussi, seulement pas 0, ça peut être 10, 15, 20, en tout cas c'est une constante. Donc, ici, dériver quelque chose pour avoir une constante, je vais donc avoir V0 cos alpha fois t. Quand je dérive ça, j'obtiens bien V0 cos alpha. Mais à nouveau, je définis toujours une primitive à une constante près. Même chose ici, si je primitive ça, donc, qu'est-ce qui, quand je le dérive, me donne moins gt? C'est moins demi de gt carré. Qu'est-ce qui, quand je le dérive, me donne V0 sinus alpha, c'est-à-dire une constante? C'est V0 sinus alpha fois t, plus toujours à une constante près. Pour définir les constantes, pareil, je me place à t égale à 0. Alors à t égale à 0, quelles sont les coordonnées ici du centre de masse du bonhomme? Et bien on a mis ici, il y a une hauteur petit h selon y. Et sa coordonnée c'est 0 suivant x, h suivant y, 0 suivant z. Donc autrement dit, lui il va faire h, lui il va faire 0, pardon, lui il va faire h, et lui il va faire 0. Donc vous m'écrivez ça bien, alors t égale à 0, blablabla. Plus 0, voilà. Et on obtient le vecteur position. Donc nous avons ici les équations horaires du mouvement, puisqu'elles dépendent de t. Ok? À nouveau, on vérifie par une analyse dimensionnelle qu'on ne s'est pas trompé. Les cosinus d'un angle, ça n'a pas de dimension. Ici, on a des mètres par seconde fois des secondes, j'ai bien des mètres. Là, on a une accélération, donc des mètres seconde moins 2 fois des secondes au carré, ça me fait bien des mètres. Ici, j'ai des mètres par seconde, mais fois des secondes, donc ça me donne bien des mètres, et ça, c'est bien des mètres. Donc on a quelque chose qui, en tout cas du point de vue dimensionnel, est tout à fait correct. On se rend compte, il faut savoir parler un petit peu de ça, donc Z, c'est 0, c'est-à-dire il ne part jamais dans Z. Donc tout le mouvement va se faire suivant x et y, donc il va se faire dans ce plan, le plan xy. On a un mouvement qui est plan. On peut se rendre compte aussi ici, donc ça c'est une constante. Donc la distance c'est une constante fois t, où on l'avait vu, l'accélération suivant x elle était nulle. Donc je vais avoir suivant x un mouvement qui est rectiligne uniforme. Okay. Par contre, suivant y, je retrouve ici quelque chose qui ressemble à des exercices qu'on a déjà vus, à des mouvements qui sont rectilignes, uniformément accélérés. Alors une fois que j'ai les équations horaires, quelles sont les questions qu'on peut éventuellement poser? Alors il y a les questions qui sont analogues à toute chute libre, par exemple quel est le temps du mouvement, quelle est la hauteur maximale atteinte, on peut se demander aussi quelle est la portée du tir, etc., etc. Donc on va répondre juste à quelques questions. Donc alors, la hauteur maximale atteinte, on va l'appeler ici donc, Y max. Alors pareil, on essaie de trouver quart de particulier le point le plus haut de la trajectoire. Et bien, il suffit de représenter la vitesse en ce point-là. La vitesse, elle ressemblera à ça, alors qu'avant, la vitesse aura plutôt cette direction-là. Donc c'est le seul point de la trajectoire qui a une vitesse horizontale. Autrement dit, que vaut la vitesse verticale selon l'axe Y?
En ce point-là, elle vaut 0. Donc cette équation-là permet de connaître le temps qui s'est écoulé entre t égale à 0 et le moment où je suis au maximum de la trajectoire. Et après, une fois que j'ai le temps, je peux tout connaître, je le réinjecte là-dedans et j'ai la hauteur maximum. Donc on se souvient, donc y max, trouver ce qu'on va appeler le temps de montée, tel que la vitesse selon y au temps de montée, ça fait 0. Et une fois qu'on l'a, y max, c'est simplement y au bout du temps de montée. Donc on y va. Donc 0 égale moins g temps de montée plus v0 sinus alpha. J'isole temps de montée, je trouve temps de montée égale v0 sinus alpha sur g. Aussi, petit commentaire. Donc on remarque que déjà cette expression est homogène. Vous avez ici des mètres par seconde. En dessous, vous avez des mètres par seconde au carré, ce qui nous donne bien mètre seconde moins 1 sur mètre seconde moins 2. Les mètres se simplifient. Ça me donne seconde moins 1 fois seconde au carré. Donc ça me donne bien des secondes. C'est donc homogène. On retrouve que plus V0 est grand, plus le temps de montée est grand. Par contre, plus G est petit, plus le temps de montée est grand. Donc si vous faites ce genre d'expérience sur la Lune, vous aurez un temps de montée plus grand. Tout ça, ça semble cohérent. On regarde juste le sinus alpha. Je rappelle que la fonction sinus, elle est maximale pour, par exemple, alpha égale pi sur 2. Okay, 90 degrés, quoi, en degrés. Pi sur 2 radians ou 90 degrés. Donc c'est-à-dire qu'on aurait un temps de montée plus grand si la vitesse initiale, elle était vraiment verticale. Là aussi, ça semble cohérent. On retrouve aussi, et on va faire peut-être ce lien là tout de suite, si vous regardez l'exercice où on avait simplement une vitesse initiale verticale vers le haut, on retrouve la même chose. Ici, j'ai la vitesse initiale verticale divisée par g qui est égale au temps de montée. Du coup, que vaut y max? Y max, d'ailleurs dans une autre vidéo j'avais appelé ça grand H, bon on peut garder y max ici. Donc y max, c'est y pour t égale temps de montée, donc je recopie ça et je remplace juste t par ce qu'on vient de trouver ici, v0 sinus alpha sur g. Donc v0 sinus alpha sur g, le tout au carré, plus v0 sinus alpha fois v0 sinus alpha sur g plus h. Alors on va se rendre compte que tout ça, ça va se réduire par la magie des maths. Donc en développant un petit peu là-dedans, je me rends compte que ça me fait moins 1,5 fois, alors il y a du v0 carré sinus alpha carré sur g carré, mais je multiplie par g. Donc il me reste g. Et ici, V0 fois V0, enfin V0 sinus alpha fois V0 sinus alpha, ça me fait V0 carré sinus carré de alpha sur G plus H. Ici, j'ai moins 1,5 de V0 carré sinus carré alpha sur G plus V0 carré sinus alpha sur G. Donc j'ai moins 1,5 de blabla plus blabla. Donc ça va me donner 1,5 de blabla, 1,5 de V0 carré sinus carré alpha sur G, ça va être comme ça sur 2G, plus H. Ok, donc voici l'altitude maximale atteinte par le blobber. Alors on peut déjà se rendre compte de plusieurs choses. Si vous voulez battre le record du monde d'altitude atteinte par un dispositif de ce genre, eh bien, il vous faut au maximum avoir un V0 le plus grand possible. Il vous faut avoir un alpha le plus proche de 90 degrés possible. Et bon, vous ne pouvez pas jouer ni sur G ni sur H en général. Donc on discutera un petit peu plus tard comment on peut jouer ici sur V0,
puisque, je le rappelle, le principe du block jump, c'est lâcher des personnes d'une certaine hauteur qui, en tombant ici, vont éjecter celle-ci. Donc on peut jouer un peu sur la masse des personnes qui tombent, sur la hauteur depuis laquelle ils tombent, et essayer de regarder, est-ce que c'est rentable de se lâcher 2 fois plus haut? Est-ce que c'est plus rentable d'avoir une personne qui est 2 fois plus lourde, etc., etc. Et pour ça, on va devoir faire un petit raisonnement énergétique. Donc voici les équations horaires du mouvement. On se souvient, ça s'appelle l'équation horaire parce que la variable, c'est le temps. Okay, je peux, en connaissant le temps, déterminer la position en X et la position en Y qu'a le centre de masse du globeur. Et ce qu'on fait souvent quand on a un mouvement comme ça, qui a 2 dimensions, c'est au lieu de relier X à T et Y à T, j'aimerais relier directement Y et X. C'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Donc l'équation de la trajectoire, donc en fait l'idée elle est assez simple. X c'est V0 cos alpha t. Autrement dit, t c'est X sur V0 cos alpha. Voilà, je rappelle, hein, ça c'est un nombre. Okay. X c'est la position ici. Hein, vous remplacez, je ne sais pas, vous vous dites au bout de combien de temps se sont écoulés pour que le mobile il ait une position en X, une coordonnée en X de 10 mètres. Tu remplaces par 10, tu divises par ça et tu trouves le temps. Okay. Et je vais réinjecter ça dans cette équation ici pour enlever le temps. Donc Y c'est moins 1/2 de G T carré, or T c'est X sur V0 carré. Hop, je remplace X sur V0, pardon, V0 cos alpha au carré plus V0 sinus alpha fois X sur V0 cos alpha plus H. Alors là aussi, il va y avoir quelques petites simplifications. Ici, j'ai trouvé moins 1/2 de G X carré sur, on va même enlever le moins 1/2, on va écrire ça de façon un peu plus condensée, ça va me donner moins G sur 2V0 cos alpha X au carré, et c'est V0 carré cos carré alpha, plus, ici, V0 et V0, ça va se simplifier. Sinus alpha sur cos alpha, ça fait tangente alpha, donc ça me fait plus X tangente alpha plus H. Alors qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais une équation de la forme Y égale AX carré plus BX plus C. Ça c'est l'équation d'une parabole. C'est bien cohérent avec ce qu'on observe expérimentalement. C'est-à-dire une trajectoire comme ça en cloche, on pourrait dire un peu vulgairement. Maintenant vous dites c'est une parabole. Ok? Alors à quoi sert cette équation de la trajectoire? Très souvent on vous demande quelle est la portée du tir. Ouais, c'est-à-dire quelle est la distance horizontale parcourue par votre mobile au cours du mouvement. Donc ici il faut résoudre ça égal à 0, puisque à la fin du mouvement, la position selon l'axe Y ce sera 0. Donc vous avez une équation du second degré à résoudre. Alors soit vous avez un programme dans votre calculatrice, soit vous savez faire, soit vous avez un programme dans votre calculatrice. Quoi. Okay. Bref, notre question qu'on peut vous poser, c'est quel est le temps du mouvement? Au bout de combien de temps il touche l'eau, notre blobber? Et donc, à partir du moment où on vous demande au bout de combien de temps, on va plutôt s'intéresser aux équations horaires qu'aux équations de la trajectoire. Donc, le point particulier donc,
La chose particulière avec la fin du mouvement, c'est que c'est le seul moment où y égale à 0. Donc vous remplacez ici, 0, et il faut trouver le temps. Donc là aussi, ça va être une équation du second degré à résoudre. Même chose, programme dans la calculatrice, ou alors vous savez faire, programme dans la calculatrice. Et vous remarquez que, et on a fait ça dans une vidéo précédente, si h valait 0, on pouvait se résoudre à une équation du premier degré. Je divisais par t, et puis c'était réglé. Ici, on ne peut pas. Et enfin, la dernière chose qu'on peut vous demander, c'est au bout de... Quelle est l'altitude maximale atteinte par le mobile? Alors ça, pour rappel, on fait en 2 temps. On trouve le temps au bout duquel le mobile est au sommet de sa trajectoire. Et une fois qu'on a ça, on la réinjecte ici.